À 27 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, se trouve une planète de feu, de glace, d'acide et de poison. Son nom, la Terre. Notre monde abrite une grande variété d'environnements hostiles. Pourtant, contre toute attente, la vie réussit à émerger partout, même dans les conditions les plus extrêmes. Dans des glaces gelées depuis des millions d'années, dans des grottes sans air ni lumière, et même dans l'eau bouillonnante des sources chaudes de Yellowstone. Autrefois, lorsque j'étais étudiant, je suis venu voir le Grand Prismatic Spring du parc national, et j'étais abasourdi par la profusion de couleurs. Plus tard, lorsque j'ai appris que chacune de ces couleurs provenait de différents organismes thermophiles, j'étais absolument stupéfait. Les créatures qui s'épanouissent ici nous ont amenés à penser que peut-être dans les confins de notre système solaire, d'autres organismes aussi tenaces réussissent à vivre. Je m'appelle Gentry Lee. Je suis ingénieur en chef pour les missions d'exploration du système solaire au Jet Propulsion Laboratory. Et mon travail consiste à essayer de répondre à une question qui obsède l'humanité. Y a-t-il une vie extraterrestre ? Le concept d'une vie extraterrestre n'est pas l'apanage de la science-fiction. Certains scientifiques pensent qu'il est possible que notre planète soit la seule dans le vaste univers où la vie ait pu émerger et se développer. Ce n'est pas mon cas. Je suis absolument certain que la vie existe ailleurs. Mais pour la trouver dans l'immensité de l'espace, il nous faut un point de départ. Nous suivons un principe fondamental. Nous devons commencer par chercher la vie telle que nous la connaissons. La vie a besoin d'un ingrédient crucial pour se développer. L'eau. L'eau est un des éléments constitutifs du vivant sur Terre. Et puisque nous commençons à explorer d'autres planètes, il est logique de la chercher, elle. Le leitmotiv de la quête d'une vie extraterrestre, c'est « Suivez l'eau ». Mais dans la plupart des autres corps célestes, l'environnement est bien trop extrême pour qu'on y trouve le précieux liquide. Lorsque vous étudiez le système solaire pour y chercher une trace de vie, vous pouvez éliminer d'emblée certaines planètes. Sur Vénus, les conditions sont similaires à celles qu'on imagine en enfer. La température avoisine les 500 degrés Celsius. Si un être humain s'aventurait par là, il disparaîtrait en un clin d'œil, il serait totalement désintégré. Sur Mercure, c'est la même chose. Il fait trop chaud sur une face et l'autre est trop froide et trop aride. Pourtant, sur d'autres planètes de notre système solaire, nous avons trouvé des traces d'eau. Mais les conditions pour l'émergence de la vie y sont peu propices. Températures extrêmes, atmosphère saturée de gaz toxiques et radiation intense. Ces environnements sont trop hostiles pour que la vie se développe sous forme végétale ou animale. Mais ils pourraient abriter des micro-organismes. On me demande souvent si la découverte d'un microbe dans l'espace serait vraiment importante. Et je réponds toujours en souriant que ce serait l'une des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que cela signifierait que toutes sortes de vies pourraient être disséminées dans le ciel. Un petit groupe de scientifiques a imaginé une méthode peu orthodoxe pour découvrir si nous sommes seuls dans l'univers. On est véritablement dans un autre monde. Il y a un organisme vivant. Parce que sur notre planète aussi, on trouve des environnements très hostiles. Dans des endroits comme celui-là, on se croirait dans un autre monde. Étudier la vie ici peut nous servir de base pour explorer d'autres planètes. Dans le désert aride de la vallée de la mort en Californie, l'exobiologiste Chris McKay a découvert un portail vers une autre planète. Quand je longe le lit d'une rivière asséchée comme celle-ci, je peux facilement imaginer que je suis en train de marcher sur Mars. Mars a longtemps été au centre des recherches visant à découvrir d'autres formes de vie dans notre système solaire. En 2008, la sonde spatiale Phoenix, lancée par la NASA, a trouvé de l'eau gelée dans l'hémisphère nord de la planète rouge. Cette découverte incroyable a confirmé que Mars était l'endroit idéal pour la quête de biologie extraterrestre. Mais à ce jour, on n'y a toujours pas trouvé la moindre goutte d'eau sous forme liquide. Et sur Terre,
Comment la vie a-t-elle pu émerger dans des environnements aussi arides et déserts? Dans la vallée de la mort, Chris a trouvé un indice qui pourrait le mettre sur la piste de la vie sur Mars. C'est un environnement mortel. On y trouve les mêmes conditions extrêmes que sur Mars, à savoir le manque d'eau liquide. Si on parvient à montrer que des organismes peuvent survivre ici, on peut raisonnablement imaginer que c'est pareil sur Mars. En creusant le sol, on découvre un monde entièrement différent. Vous voyez cette couche verte? Ce sont des algues qui poussent sous le dépôt de sel. On est en plein désert, dans la vallée de la mort, il n'y a aucun signe de vie, et pourtant, sous la surface de sel, la photosynthèse a lieu. Le dépôt de sel fait office de serre, qui protège ces organismes. Il laisse filtrer la lumière, et plus important encore, il conserve l'humidité. Le sous-sol est donc bien plus humide que ce qu'on pourrait imaginer dans un désert aussi aride. C'est un bel exemple de ce qu'on espère trouver sur Mars, dans une étendue salée. Il est donc possible que l'eau, et peut-être même la vie, soient tapies sous la surface martienne. Sur Mars, un dépôt salin comme celui-ci, qui laisse filtrer la lumière, pourrait fournir la chaleur et l'humidité nécessaires à l'éclosion de la vie, même si l'environnement extérieur ne s'y prête pas. Donc, en principe, un écosystème similaire pourrait se développer là-bas. Bien sûr, on n'y trouverait pas exactement les mêmes créatures, mais cela démontre que la vie peut apparaître et évoluer. Des preuves nouvelles viennent étayer cette hypothèse. Des deltas asséchés aux minéraux révélateurs, la géologie de la planète rouge nous apprend une chose avec certitude. Autrefois, Mars était sauvage, humide, chaude, extraordinaire, et la vie a pu s'y développer. Puis, tout a changé. Il y a 3,5 milliards d'années, cet environnement fertile s'est peu à peu transformé en paysage post-apocalyptique. Au fil du temps, la pression atmosphérique a considérablement diminué, et l'eau s'est évaporée, laissant ainsi la planète sans protection face aux radiations destructrices du Soleil. Sans eau et avec une atmosphère aussi ténue, il est possible que certains micro-organismes, quels qu'ils soient, aient réussi à survivre sur Mars. Mais comment ce phénomène est-il possible après un tel cataclysme? Pour le savoir, des scientifiques cherchent des environnements similaires à celui que l'on trouvait sur Mars durant son premier âge, le Noachien. Ils en ont trouvé un dans la cordillère des Andes, au Chili. À cette altitude, la faible pression atmosphérique engendre une perte d'eau considérable. En conséquence, le rayonnement ultraviolet y est beaucoup plus intense, ce qui détruit les micro-organismes. Si la vie a éclos sur Mars, elle a dû être exposée à ce type de radiation. En étudiant comment la faune et la flore se sont adaptées dans les Andes, nous pourrions savoir si le processus a été le même sur Mars après le cataclysme. La vie sur Mars a-t-elle eu suffisamment de temps pour passer d'un environnement autrefois humide et protégé à un autre, beaucoup plus sec et très exposé aux rayons ultraviolets? Nathalie Cabral est exobiologiste. Elle travaille pour la NASA et l'Institut SETI. Les lacs au sommet de cette montagne sont en cours d'assèchement. Nathalie veut savoir si un organisme peut survivre à un tel changement et, le cas échéant, comment. Mais son équipe a elle aussi des problèmes d'eau. Le radiateur du camion est percé. C'est toujours comme ça. Ces camions sont déglingués. Ils sont vieux. C'est toujours une aventure. Une fois le camion réparé, l'équipe entame son périple vers les lacs en haute altitude. À 5800 mètres, on se croirait sur Mars. 5500, on continue. Après une longue marche en terrain totalement inconnu, Nathalie et son équipe quittent l'univers terrien pour pénétrer dans le monde apocalyptique de Mars. Difficile de survivre dans un tel écosystème. 3 heures d'escalade et 2 heures pour reprendre son souffle. Bon sang. Incroyable. Il y a un organisme. C'est vivant. Nathalie pense que la couleur surprenante de ce lac est due à une forme de vie inconnue.
Tout ça, ce sont des algues. Et il y a autre chose. C'est génial. Regarde, regarde tout ça. Tu vois le vert? C'est sans doute une algue. Oui. Et le blanc? Je ne sais pas. C'est une forme de vie minuscule. Elle apporte son échantillon au laboratoire de l'université de la ville côtière la plus proche, Antofagasta. On ne sait pas encore de quel type d'organisme il s'agit. Mais c'est vivant. Il a deux sortes de pigments. Un à la surface, l'autre à l'intérieur. Les images grossies au microscope révèlent le secret de cette couleur rouge brillante. C'est incroyable. Savoir que c'est vivant. Oui. Selon Nathalie Cabral, ces créatures extrémophiles ont fabriqué un pigment rouge pour se protéger des radiations nocives du soleil. Cette évolution leur a permis de survivre dans un environnement à l'agonie. Elle pense que c'est ainsi que la vie a pu se perpétuer après l'apocalypse martienne, il y a 3,5 milliards d'années. Ici, on voit pratiquement la phase de transition se mettre en place. La vie a peut-être évolué d'une façon que nous ne comprenons pas encore. C'est un environnement mortel. Si on parvient à montrer que des organismes peuvent survivre ici, on peut raisonnablement imaginer que c'est pareil sur Mars. Sur Terre, les scientifiques ont trouvé des organismes dans des endroits similaires à la planète rouge. Mais sur Mars elle-même, toujours rien. La NASA a lancé plusieurs missions spatiales d'exploration et de survol. Mais l'objectif ultime a toujours été d'y découvrir la vie. En 2004, l'agence spatiale américaine a envoyé 2 robots pour étudier la géologie de la planète. Ils y ont fait une découverte incroyable. Les 2 rovers ont trouvé de l'hématite, un minerai qui se forme par l'action érosive de l'eau. C'était le signal clair que tout le monde attendait. Il y a eu de l'eau sur le sol martien. Reste maintenant à savoir si une vie biologique a pu s'y développer. Si oui, il en subsiste peut-être des traces. Un scientifique croit qu'il existe un registre de fossiles sur Mars, tout comme il en existe un sur Terre. Si je mourais maintenant, mon squelette resterait sur le sol. Mais quel squelette peut laisser un micro-organisme? Savoir cela nous permettrait de comprendre la chronique de fossiles sur des planètes comme Mars. Kevin Hand, exobiologiste à la NASA, se trouve en Afrique équatoriale. Dans la réserve naturelle du lac Bogoria au Kenya, il a trouvé la même géologie que sur Mars durant le Noachien, avec des sources géothermiques qui ont pu engendrer la vie. Imaginez que les sources chaudes se tarissent et que toute l'eau disparaisse. Comment pourriez-vous savoir qu'autrefois le lac Bogoria était une zone où la vie biologique était intense et passionnante? Il vous faudrait examiner les roches. Ici, ce sont les organismes qui ont modelé les reliefs bizarres que l'on peut observer autour des sources chaudes. C'est donc le métabolisme des micro-organismes qui façonne inlassablement ces amas rocheux. Ces roches sédimentaires sont le registre de fossiles du lac Bogoria. En continuant notre exploration de Mars, nous espérons trouver un jour des roches semblables à celles-ci. Mais pour étayer cette théorie, les scientifiques doivent approfondir leurs recherches. Ici, la biologie nous mène vers la géologie. Toute la question est de savoir si l'étude des roches martiennes nous permettra de déceler une éventuelle forme de vie. Seule une analyse chimique permettra de l'établir. Voici ce que tous les exobiologistes rêvent de trouver sur une autre planète, la vie. À l'aide d'un spectromètre, Kevin Hand recherche les similitudes chimiques entre le tapis microbien et les rochers. On a un bon spectre, ce qui nous permet d'étudier la composition chimique et les caractéristiques de ces 2 éléments. J'espère être en mesure de trouver un lien entre le profil géologique et la biologie. Si nous parvenons à trouver des substances chimiques dans les roches martiennes, nous aurons alors la preuve irréfutable qu'il y a eu de la vie sur la planète rouge. Pourra-t-on voir un jour des structures identiques à celles-ci sur Mars et imaginer qu'auparavant, elles abritaient des sources chaudes grouillantes de vie? C'est l'un des défis à relever en exobiologie. Nous avons beaucoup de mal à trouver des traces de vie sur Mars parce que la surface est très oxydante, presque comme l'eau de Javel.
Nous devons trouver une zone où les substances datant du premier âge ont été préservées et protégées. Ces substances pourraient être emprisonnées dans la roche. Pour le savoir, la NASA a envoyé un nouveau rover sur Mars. La nouvelle mission d'exploration s'appelle le Laboratoire scientifique de Mars. C'est notre plus ambitieux projet. Nous allons déposer un robot de la taille d'une voiture, Curiosity. Cet engin révolutionnaire est équipé d'instruments scientifiques qui vont analyser les échantillons de sol et de roches pour déterminer si les conditions nécessaires à la vie ont un jour été réunies. Les indices géologiques laissent à penser que la surface rocheuse est prometteuse. Mais il faut peut-être chercher ailleurs. Le seul problème avec le laboratoire scientifique de Mars, c'est qu'il ne peut pas sonder le sol en profondeur. Et à mon avis, notre meilleure chance de trouver des traces de vie sur Mars, c'est dans le sous-sol. En 2007, la sonde spatiale Mars Odyssey, placée en orbite autour de la planète rouge, a transmis des images haute résolution, révélant la présence de cratères immenses. Les géologues pensent qu'il s'agit peut-être de cavernes creusées par des tunnels de lave lors d'éruptions volcaniques. D'après une microbiologiste, non seulement la vie a éclos dans le sous-sol martien, mais elle a aussi été préservée. Je suis persuadée qu'on trouvera de la vie sur Mars. On n'a tout simplement pas encore cherché au bon endroit. Diana Northrop, de l'Université du Nouveau-Mexique, a découvert quelque chose dans une des grottes de Carlsbad. Cet indice pourrait expliquer la survie dans les profondeurs martiennes. Les conditions atmosphériques se dégradant en surface, les organismes ont été obligés de battre en retraite dans le sous-sol, dans des cavernes comme celle-ci. Mes collègues masculins n'ont pas très envie de s'engager dans un petit passage comme celui-ci, qu'on appelle le castrateur. Ces passages glissants contiennent suffisamment d'eau pour favoriser l'activité microbienne. Mais pour se développer, la vie n'a pas seulement besoin d'eau. Elle a besoin d'une source d'énergie pour métaboliser et se reproduire. En surface, c'est le soleil qui est à l'œuvre. Mais dans ces cavernes obscures, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Si vous vivez dans une grotte, oubliez la lumière du soleil. Vous avez besoin d'une autre source d'énergie. À première vue, rien ne semble vivant. Mais en réalité, ça grouille de bactéries. Elles ont la capacité d'utiliser l'énergie contenue dans la roche. C'est pour ça qu'on les appelle les mangeuses de roches. Ici, on a beaucoup d'oxyde de fer rouge. Et comme on sait qu'il y en a aussi sur Mars, on recherche des micro-organismes qui pourraient s'en servir comme source d'énergie. Privées de la lumière du soleil, ces créatures ont puisé l'élément nécessaire dans la roche. Cette même roche que l'on trouve sur Mars. Je voudrais capturer l'un de ces petits microbes. Nous savons que dans ces grottes souterraines, certains micro-organismes peuvent survivre aux radiations ultraviolets et au changement climatique. Et ces conditions sont les mêmes sur Mars. Selon Diana, si des organismes ont réussi à s'adapter ici, ils ont également pu le faire sur Mars. Et ailleurs. Si on trouve de la vie sur Mars, cela signifie qu'on pourrait aussi en trouver sur beaucoup d'autres planètes. Si on trouvait un seul exemple de vie qui se serait développée différemment de la nôtre, même une vie éteinte, cela signifierait que l'origine de la vie est un phénomène banal. Pour débusquer la vie extraterrestre, les scientifiques doivent d'abord comprendre comment elle est apparue sur Terre. Nous savons que la vie est apparue sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, 500 millions d'années après la formation de notre planète. À l'époque, l'atmosphère dépourvue d'oxygène était aussi toxique que sur Vénus, Mercure ou Mars. Ce n'était pas le jardin d'Éden. Les premiers micro-organismes ont été contraints d'évoluer dans ces conditions. Comment ont-ils fait? Les microbes survivent dans un environnement toxique que l'on pourrait croire trop hostile. Ron Orumland de l'USGS, l'Institut géologique des États-Unis, dirige une expédition qui va remonter le temps. Il pense que les sources toxiques du lac Mono, en Californie, pourraient révéler le secret de nos origines. D'après lui, les organismes qui résistent dans ce lac volcanique seraient les descendantes des premiers habitants de la planète.
Et pour les débusquer, lui et son équipe ont transformé une chambre d'hôtel en laboratoire de fortune. On monte un laboratoire sur le terrain, ce qui nous permet de faire des analyses et de voir où en sont nos expérimentations. Le personnel du motel est très sympa. Il ne sait pas qu'on va chambouler toute la chambre. Mais on est un commando chimiste. C'est bon, on y va. C'est l'heure de partir pour les fameuses sources toxiques. L'équipe s'attend à trouver un environnement semblable à celui de la Terre primitive. La vie est apparue il y a environ 4 milliards d'années, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme. Les descendants de cette première forme de vie sont peut-être quelque part dans ce lac. Aujourd'hui, on va partir en bateau pour Pau'a Island, pour s'assurer que les sources sont toujours là, ainsi que les biofilms. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, mon Dieu, on fera des prélèvements. Ce court voyage va les transporter dans une époque révolue, lorsque les volcans et les fumées toxiques dominaient notre planète. On commence à sentir le sulfure d'hydrogène. On dirait un œuf pourri. Aux abords de l'île, cette odeur fétide est omniprésente. Ici, l'environnement est aussi toxique que sur notre planète lors de sa formation. On est véritablement dans un autre monde. Si on veut trouver de la vie sur Mars, c'est ici qu'il faut commencer à chercher. Premièrement, parce que ça coûte moins cher. Et deuxièmement, c'est plus prudent. Sur notre planète, on a trouvé des traces de vie dans les sources chaudes. Ici, l'écosystème est comparable à celui qui régnait probablement sur la Terre primitive. L'air était saturé de composés chimiques toxiques. Ammoniac, sulfure d'hydrogène, méthane et arsenic au degré 3. Sur nous, l'effet est nocif, mais pas sur ces microbes. L'équipe découvre une source bouillante qui semble avoir été épargnée par le temps. Prends-en une, on va la racler pour voir si on trouve quelque chose. C'est un mélange de cyanobactéries et de soufre élémentaire. Oui, c'est visqueux. Bon, on emporte tout ça. Cette source nous offre un aperçu de ce qu'était notre Terre primitive. Il y a 2,7 milliards d'années, les micro-organismes ont évolué pour faire de la photosynthèse qui a formé l'oxygène que nous respirons aujourd'hui. Mais il y a 4 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène lorsque les premières formes de vie sont apparues. À l'instar de leurs ancêtres, les organismes du lac Mono ont évolué dans des conditions peu hospitalières. C'est une autre sorte de photosynthèse qui précède la photosynthèse oxygénique. Ils respirent de l'arsenic. Nous avons l'oxygène, eux, ils ont l'arsenic au degré 5. Vous avez bien entendu. Ces organismes respirent de l'arsenic, le célèbre poison. De retour dans leur laboratoire, Ron et son équipe commencent leurs analyses. C'est ce qu'on appelle le massage de roche. Les cyanobactéries sont bien vertes. Ces organismes se développent sur la surface de ces roches grâce à la lumière et à l'arsenic. C'est un processus très ancien. Et ça nous laisse entrevoir d'autres possibilités d'utilisation de l'arsenic. Quelle surprise! Qui aurait cru que l'arsenic avait été l'un des éléments clés d'un cycle biogéochimique? Nous savons que ces organismes survivent dans des conditions extrêmes, et nous découvrons à quel point elles étaient rudes. On peut observer d'autres planètes et se dire, le champ est restreint, mais les conditions pour abriter la vie sont remplies. Ce serait fabuleux de trouver ne serait-ce qu'une bactérie visqueuse sur une autre planète. Pour moi, ce serait la découverte du siècle. Si la vie a éclos dans l'atmosphère toxique de la Terre primitive, on peut raisonnablement imaginer qu'elle a peut-être émergé ailleurs dans l'univers. Mais comment en être sûr si nous n'allons pas y jeter un coup d'œil? Dans notre quête de formes de vie extraterrestres, peu de vaisseaux spatiaux se sont aventurés au-delà de Mars. En 2004, la sonde Cassini est entrée dans l'orbite de Saturne. Sa mission, explorer la planète, ses fameux anneaux et ses 62 lunes. Le système de Saturne ressemble beaucoup à un système solaire miniature. La vie est impossible sur cette géante gazeuse. Mais qu'en est-il de ces lunes? Certaines ont la taille de petites planètes. Au fil de son exploration, la sonde Cassini a révélé que Titan était incroyablement similaire à la Terre.
Titan est la plus grosse lune de Saturne et la seule de notre système solaire avec une atmosphère épaisse. En fait, elle est assez proche de l'atmosphère terrestre, sauf qu'elle est beaucoup plus froide. Son atmosphère glacée est si dense qu'il est impossible d'observer sa surface. La vie aurait-elle pu trouver refuge sur Titan? En janvier 2005, Cassini déploie son petit module d'exploration Huygens. Ce robot enregistre des images incroyables d'un autre monde et révèle la présence d'eau gelée. La température sur Titan avoisine les moins 180 degrés. Dans ces conditions, la glace est aussi dure que les roches qui nous entourent. Il y a donc de l'eau en abondance sur Titan, mais elle est totalement gelée. Le problème, quand on envisage la vie sur Titan, c'est qu'on le fait d'un point de vue terrien. Nous sommes très chauvinistes, surtout en matière thermique. Donc, nous ne pouvons pas imaginer qu'il peut y avoir de la vie sur Titan. Pourtant, Chris McKay pense avoir trouvé une piste en Islande. L'Islande est une terre de glace et de feu. Peut-être que sur Titan, on trouve ce même contraste, la glace et le feu. Il y a peut-être certains endroits là-bas avec de l'eau liquide à la surface. Mais à moins 180 degrés, comment ces blocs de glace ont-ils pu se transformer en éléments liquides indispensables à la vie? Chris pense que même dans un monde hostile, certaines zones d'habitabilité peuvent être préservées. Sur Terre, cet endroit en est la preuve. Nous sommes en Islande, c'est-à-dire très au nord. On s'attend donc à trouver des étendues glacées, de la neige. Mais ici, on se trouve à côté d'un bassin d'eau chaude. C'est l'activité géothermique, juste sous nos pieds, qui chauffe l'eau et qui lui permet de remonter à la surface. L'Islande étant située entre les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines, l'activité volcanique y est très importante. Sans cela, cette île de l'Atlantique Nord serait déserte et gelée. Ce qui est surprenant, c'est que ce petit bassin fournit un habitat. Il y a donc des zones habitables dans un environnement qui ne l'est pas. Sur Titan, l'activité volcanique a pu engendrer des petites zones habitables similaires. Si Chris voit juste, si l'on trouve de l'eau liquide sur Titan, cela signifierait que toutes les conditions sont réunies pour l'émergence de la vie. Si un jour on trouve de la vie, ça nous en dira davantage sur les différentes formes qu'elle peut prendre, en dehors de celles que l'on connaît. Et nous saurons si nous sommes seuls dans l'univers. Titan n'est pas l'endroit idéal pour une forme de vie comme la nôtre, mais on pourrait y trouver les premières étapes de son évolution. Catherine Niche est planétologue à l'Université d'Arizona. Elle pense que sur Titan, les éléments nécessaires au développement de la vie sont littéralement tombés du ciel. Et comme elle ne peut pas prouver sa théorie là-bas, elle a recréé la plus grande lune de Saturne dans une éprouvette. Pour que la vie puisse se développer, elle a besoin de certains ingrédients clés. Il lui faut notamment des composés carbonés pour former les molécules organiques. Si Catherine parvient à recréer ces molécules organiques, Titan pourrait être un berceau de la vie. Ici, nous avons de la glace carbonique. Sur Titan, c'est différent, c'est de l'eau gelée. La glace carbonique va reconstituer la température qui règne sur Titan. Je me suis livré à un calcul pour savoir combien de temps il faudrait pour qu'un être humain gèle sur Titan par une température de moins 200 degrés. Il faudrait un certain temps, environ une demi-heure. À mon avis, il mourrait étouffé par le manque d'oxygène, pas de froid. Mais ce qui intéresse surtout Catherine, c'est si la vie a pu émerger. Je vais reconstituer l'atmosphère de Titan. Et pour ça, je vais me servir d'un mélange de nitrogène et de méthane. On mélange ces deux gaz qui s'écoulent ensuite ici. Il ne reste plus qu'à trouver l'étincelle. Pour créer la vie, on a besoin d'une source d'énergie. Sur Titan, elle est fournie par les particules chargées qui viennent de Saturne. Mais ces particules sont-elles suffisantes pour donner à la vie le coup de pouce dont elle a besoin? Au laboratoire, nous avons l'électricité. Au bout de 5 jours seulement, quelque chose d'incroyable se produit. Un étrange dépôt noir se forme dans l'éprouvette. J'adore ces expériences. J'ai l'impression d'être un savant fou. Catherine analyse la substance.
Cette machine va nous dire si les ingrédients de la vie sont réunis. Nous avons les résultats de l'analyse et voici le graphique des molécules organiques que nous avons créées. Ça nous donne la composition chimique de chaque molécule. Le dépôt est composé de molécules organiques, précurseurs de la vie. Bien sûr, ces molécules elles-mêmes ne sont pas vivantes, mais c'est un bon début. Nous pouvons obtenir des molécules biologiques, qui constituent les premières étapes de la vie sur Titan, en mettant les molécules organiques au contact de l'eau dans un environnement provisoire liquide. Si l'expérience de Catherine s'avère concluante, il est alors possible que les mêmes molécules organiques se soient formées dans l'atmosphère pour retomber ensuite sur la surface de Titan. Imaginez une petite mare sur Titan qui contiendrait tous les ingrédients de la vie. On aurait alors un environnement habitable dans un monde froid et gelé. Même sur cette lune glacée, la vie pourrait donc trouver les composés organiques et l'eau dont elle a besoin pour éclore, effectuant ainsi la transition entre chimie et biologie. Dans cet environnement où toutes les conditions sont réunies pour que naissent différentes formes de vie, quelque chose a dû se produire. Un spécialiste pense même que la vie sur Titan pourrait défier les lois de la biologie. C'est la seule lune à posséder une atmosphère et elle est très dense. Elle est très similaire à celle de la Terre. Pourtant, à la place de l'oxygène, l'atmosphère de Titan contient un gaz toxique, le méthane. Ce composé chimique pourrait-il remplacer l'oxygène dans le processus de création de la vie? On sait que la vie peut se développer même dans une atmosphère riche en méthane, car cela s'est déjà produit dans notre système solaire. Ici même sur Terre, il y a des milliards d'années, avant que les bactéries nous fournissent de l'oxygène, l'air était saturé de méthane. Ron Oremland est de retour au lac Mono. Cette fois, il cherche des micro-organismes bien particuliers. Je cherche des organismes qui peuvent se développer avec du méthane et sans oxygène. Ça nous permettrait d'envisager que la vie est possible sur Titan. S'il parvient à trouver un tel organisme aux abords du lac Mono, ce sera un élément de plus dans la quête de vie sur la lune de Saturne. Le scientifique ne se contente pas de suivre l'eau. Il suit également le méthane. Si vous regardez attentivement, vous verrez des petites poches de bulles dues à des suintements de gaz. Vous voyez? Dans ce bassin volcanique, Ron a trouvé des bulles de méthane. Mais pour déceler la présence d'éventuels organismes, il va devoir analyser le dépôt visqueux autour des émanations de gaz. Et une promenade le long d'une rivière dont la température s'élève à plus de 65 degrés, ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Les sédiments sont chauds parce que nous sommes dans une zone géothermique. L'équipe, elle, a l'air de bien s'amuser. On a surnommé cet endroit la crique Speedo, en l'honneur de notre chef intrépide, le professeur Oremland. On va se cotiser pour lui acheter un maillot de bain convenable. Oremland prélève un échantillon qui révélera ou non la présence d'organismes extrémophiles. Cette vase chaude contient sans doute des micro-organismes qui étaient déjà présents il y a 3,5 milliards ou 4 milliards d'années. Et ils absorbent le méthane qui sort par ces orifices. Le méthane est un gaz naturel, c'est un combustible. Si vous entrez dans une pièce où le méthane est mélangé à l'air et que vous allumez une cigarette, vous explosez. Existe-t-il des formes de vie qui respirent ce gaz toxique? C'est la carotte qu'on a prélevée hier, à la crique Speedo. Dans ce sac compartimenté, on va créer une atmosphère d'azote identique à celle qu'on trouve sur Titan. Gagné. On sent bien qu'on a réussi. Miam miam. Ce qui vous rend malade nous rend heureux. C'est toxique pour nous, mais pas pour certaines créatures. Les images grossies au microscope font apparaître des organismes unicellulaires méthanogènes qui survivent en respirant du méthane et qui pourraient donc survivre sur Titan. Ces microbes absorbent du méthane dans des conditions anaérobies. C'est une bonne comparaison avec Titan. S'il y a là-bas des régions chaudes avec de l'eau à l'état liquide, des organismes peuvent s'y développer. L'atmosphère toxique de Titan abrite peut-être la même forme de vie que celle trouvée au lac Mono. Mais elle peut aussi en abriter une bien plus étrange encore. En 2006, le radar de la sonde Cassini a détecté quelque chose d'inattendu. Certaines régions du pôle nord de Titan sont parsemées de lacs.
non pas remplis d'eau, mais de méthane. Il fait si froid ici que le gaz passe à l'état liquide. Ces lacs ressemblent davantage à des fosses de bitume qu'à des étendues d'eau. Imaginez un habitant de Titan qui a envie de boire un verre et qui ingurgite du méthane liquide. Ça vous semble grotesque? Ça pourrait arriver. La plupart des scientifiques estiment que l'eau est indispensable à la vie. Mais un exobiologiste remet cette théorie en cause. La vie sur Titan ne dépend peut-être pas de l'eau, mais peut-être du méthane. La vie sur Titan serait très différente. Elle n'aurait pas besoin d'eau. On y trouverait une autre biochimie. C'est ça qui est passionnant. Dirk Schulze-McCourt est exobiologiste à l'Université de Washington. Son hypothèse peu orthodoxe l'a conduit sur l'île de la Trinité, non loin des côtes du Venezuela. Ici, il a découvert un environnement huileux semblable à celui de Titan. Le Pitch Lake est un réservoir naturel, non pas d'eau, mais de bitume liquide, le même qui recouvre nos routes. Comme le méthane, l'asphalte est un combustible fossile. C'est un mélange d'hydrocarbures, des composés organiques contenant uniquement du carbone et de l'hydrogène. On sait que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Toute la question est de savoir si des micro-organismes peuvent survivre dans l'asphalte, avec peu, voire pas d'eau du tout. Si la vie peut émerger ici, au Pitch Lake, elle pourrait le faire aussi sur Titan. Pitch Lake est l'endroit idéal parce qu'il n'y a pas d'eau, seulement de l'asphalte. Et on peut voir aussi des bulles de gaz se former. Le gaz que l'on trouve ici nourrit les micro-organismes. Ici, Dirk a trouvé de la vie dans un environnement qui ne supporte pas la présence d'eau. Voilà la forme de vie que l'on trouve au Pitch Lake, et peut-être aussi sur Titan. Cette substance pourrait-elle vraiment remplacer l'eau sur cette lune? C'est du bitume. Ça sent mauvais et c'est gluant. C'est très difficile de faire un prélèvement. C'est très visqueux, c'est très déplaisant à manipuler. La matière est sans doute déplaisante, mais elle abrite de nombreuses formes de vie. Mon objectif est de déterminer comment ces organismes ont pu survivre avec si peu d'eau, parce que ça ressemble beaucoup aux conditions sur Titan. Donc, je vais prélever un peu d'asphalte. À l'aide de ces instruments, Dirk détermine la quantité d'eau libre dont les micro-organismes disposent. Pour vous donner une idée, la valeur maximale d'eau libre s'établit à 1. Et la valeur dans laquelle on sait que ces micro-organismes peuvent survivre est autour de 0,65. Ce que nous montre cet appareil de mesure est très intéressant, parce qu'il nous donne une valeur de 0,5. Cela signifie que la vie peut jaillir même dans une quantité d'eau infime. Les micro-organismes qui se développent dans ce bitume doivent avoir un mécanisme d'adaptation particulier pour survivre avec si peu d'eau. Cette capacité de survie étonnante prouve que même dans un environnement dépourvu d'eau et riche en hydrocarbures, des organismes peuvent se développer. Selon Dirk, les immenses lacs de méthane sur Titan pourraient fournir un habitat surprenant dans lequel s'épanouiraient des formes de vie étranges. Si nous trouvons de la vie sur Titan, ce ne sera certainement pas sous la forme que nous connaissons. S'il y a eu de la vie là-bas, elle a sans doute engendré un phénomène d'échange chimique tellement différent que nous pourrions ne pas la déceler. Ce serait certainement extraordinaire, et sans doute bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve de vie ailleurs que sur Terre. Mais une équipe de scientifiques scrute notre système solaire à la recherche de traces d'eau, espérant trouver ainsi le saint Graal de la biologie extraterrestre. On peut concevoir que la vie ait pu apparaître grâce à un autre liquide que l'eau. Mais sur Terre, on a observé qu'aucun organisme ne peut se développer sans elle. La piste de l'eau a mené les chercheurs vers une autre lune de Saturne. La sonde Cassini effectue régulièrement des orbites autour de Saturne dans le cadre d'une mission qui devrait s'achever en 2017, ouvrant ainsi aux scientifiques de nouveaux horizons vers des mondes merveilleux. La mission Cassini explore le système de Saturne, et l'un de ses objectifs est d'analyser l'anneau E, proche d'Encelade.
Et d'après ce qu'on a vu là-bas, il y a une activité avec des jets semblables à des geysers. Les images enregistrées par Cassini sont stupéfiantes. Sur cette minuscule boule de glace, d'immenses jets de particules gelées sont projetés à des centaines de kilomètres dans l'espace. Et la quantité de particules qui jaillissent d'Encelade est 10 000 à 100 000 fois supérieure à celle projetée par les geysers du parc de Yellowstone. Certaines des particules expulsées contribuent à l'alimentation de l'anneau E. Imaginez ça, la réalité dépasse la fiction. Sur Terre, les geysers rejettent d'énormes quantités d'eau liquide. Mais comment pourrait-il y avoir des geysers dans le monde glacé d'Encelade? Chris McKay a peut-être trouvé l'explication en Islande. Dans le sous-sol, la chaleur génère de la vapeur qui remonte vers la surface, comme on le voit juste derrière moi. On pense qu'il pourrait y avoir un phénomène similaire sur Encelade. Chauffée par le sous-sol et mise sous pression, l'eau jaillit à la surface. Si l'activité des geysers est identique sur Encelade, on pourrait y trouver des poches souterraines d'eau liquide. Nous ne savons pas avec certitude si les jets d'Encelade sont constitués d'eau liquide, mais c'est une éventualité. Et pour moi, en tant qu'exobiologiste, c'est la plus intéressante. Il nous faudra des données supplémentaires pour savoir s'il y a de la vie, ou une possibilité de vie sur Encelade. Enthousiasmés par cette découverte, les ingénieurs de la NASA programment Cassini pour qu'elle se rapproche du satellite et examine attentivement sa surface. L'un des plus grands mystères de l'exobiologie, c'est ce qui engendre ces éruptions. Les éléments qu'on a besoin de voir sont si petits qu'on ne les a encore jamais décelés dans cette région d'Encelade. Paul Elphinstone de l'université Cornell est l'ingénieur en imagerie de la mission. Il a conçu la trajectoire risquée de Cassini qui nous a permis de découvrir la surface d'Encelade. Encelade se déplace si rapidement que la sonde ne peut pas la suivre pour distinguer les contours de sa surface. On a donc fait en sorte que Cassini prenne de l'avance sur Encelade pour que le satellite puisse ensuite la rattraper puis la dépasser. Ça devrait permettre à la caméra d'observer la zone qui nous intéresse. Pour viser le satellite, Paul... On a donc fait en sorte que Cassini prenne de l'avance sur Encelade pour que le satellite puisse ensuite la rattraper puis la dépasser. Ça devrait permettre à la caméra d'observer la zone qui nous intéresse. Pour viser le satellite, Paul doit parfaitement positionner la sonde juste à l'extérieur de l'orbite d'Encelade. C'est une manœuvre qu'on n'avait encore jamais effectuée. On pousse cette sonde jusqu'à ses limites. Si la stratégie de Paul fonctionne, Cassini pourra enregistrer des images de la série de longues fractures connues sous le nom de rayures de tigre. Les rayures de tigre sont des grandes fractures, probablement d'origine volcanique. Mais pour en être sûr, il faut voir les images. Étant donné le temps que j'ai passé à concevoir cette manœuvre qui peut parfaitement échouer, je suis assez tendu. Paul et son équipe attendent de recevoir les données. C'est bon! Excellent! Oh la vache! Là, dans cette ombre, on distingue nettement une fracture. Dans le mille, Paul. Oui, on dirait bien. C'est bien une rayure de tigre. C'est magnifique. Vous ne savez pas combien d'heures de sommeil ça m'a coûté. Là, on a une rayure de tigre. Et tout autour, il y a beaucoup de rochers et de pierres. Il y a de grandes chances que ce soit des débris rejetés par les jets de glace. Ces images haute résolution fournies par la caméra ISS fournissent la preuve qu'il y a une activité cryovolcanique sur Encelade. C'est phénoménal. Ça signifie qu'il y a toujours de l'activité. Et Cassini a transmis d'autres données tout aussi incroyables. Les spectromètres de la sonde ont détecté quelque chose d'inhabituel. Nous avons mesuré très soigneusement la température à la surface d'Encelade. Et dans les rayures de tigre, elle est beaucoup plus élevée. C'est donc la preuve irréfutable qu'il existe une source de chaleur sur cette lune de Saturne. Peut-être même suffisante pour faire fondre la glace souterraine et créer des océans liquides. Mais une question demeure. Comment expliquer la chaleur qui règne par endroits sur cet astre glacé? La réponse se trouve peut-être sur Terre.
Une scientifique trouve que les rayures de tigre ressemblent étrangement à des coulées de lave. Les éléments découverts dans certaines régions d'Encelade font penser aux flots de lave qu'on trouve également sur Terre. Sarah Faye Jones est volcanologue à l'université d'Hawaï. Elle étudie la géologie du mont Kilauea, où, comme sur Encelade, l'activité géothermique intense a bouleversé le paysage. Ici, le magma en fusion a jailli du sous-sol, puis s'est solidifié au contact de l'atmosphère. Avec une balise de géolocalisation, Sarah traque les coulées de lave souterraines. Cette grande coulée s'est formée à la suite d'une éruption presque continue d'une immense quantité de lave, de la roche en fusion, qui est à quelques mètres sous mes pieds. C'est la même activité géologique qu'on retrouve sur Encelade, juste sous la surface. Sur Terre, le phénomène volcanique provient de la fonte de roches en profondeur. Et le magma ainsi obtenu jaillit à la surface sous forme de lave. Et c'est ce qui pourrait se produire sur Encelade. Mais à la place de la lave et de la roche, ce serait de l'eau et de la glace. Avec une source d'énergie et de l'eau liquide, la vie a une chance. Ça ferait d'Encelade l'un des rares corps célestes de notre système solaire abritant de l'eau liquide. L'un des éléments constitutifs du vivant. Ce qui nous amène à l'une des grandes questions. S'il y a une source d'énergie et de l'eau, y a-t-il une forme de vie? Sur Terre, c'est souvent le cas. Ces créatures s'accrochent désespérément à leur niche écologique. Il est possible que les mêmes éléments soient à l'œuvre sur Encelade. Il y a donc de fortes probabilités que la vie puisse s'implanter sur Encelade. Mais il y a une autre lune glacée qui orbite autour de la géante gazeuse Jupiter. C'est la plus grosse planète de notre système solaire. Sa distance par rapport au Soleil est 5 fois supérieure à la nôtre. Jupiter est un enfer glacé, avec une atmosphère saturée de gaz et dépourvue d'eau. Mais elle a beaucoup de satellites naturels, et certains abritent un environnement similaire à celui que l'on trouve parfois sur Terre. Sur Io, la lune la plus proche de Jupiter, on a découvert des centaines de volcans en activité. Io est un endroit incroyable, avec des volcans en éruption. Mais il n'y a pas d'eau, et personne ne pourrait prétendre que les composés chimiques trouvés là-bas peuvent être source de vie. Vous pourriez me dire, c'est parce que votre esprit n'est pas assez ouvert. Mais imaginer un organisme vivant dans un volcan en éruption est difficile. Heureusement, Io n'est pas la seule lune de Jupiter. Europe est la 4e plus grosse lune du mastodonte gazeux. Et elle orbite juste derrière Io. Contrairement à sa voisine volcanique, la température à la surface y est glaciale, aux alentours de moins 120 degrés. Ce satellite de glace semble n'être rien d'autre qu'une énorme boule de neige. Mais les scientifiques savent qu'il ne faut pas se fier aux apparences. En 1996, la mission spatiale de la NASA Galileo a permis de recueillir des images haute résolution de la surface d'Europe. Ces données révèlent que la croûte de glace est déchirée par un vaste réseau de fractures. L'absence de cratères signifie que la surface est en perpétuel renouvellement. Les travaux de Galilée, qui a découvert Europe avec une lunette de grossissement, nous ont appris qu'elle était relativement similaire à l'océan Arctique en hiver. Et les scientifiques sont désormais convaincus qu'un océan pourrait se tapir sous la surface d'Europe. Les fractures et les champs de glace déchiquetés semblent résulter de la force des marées dans cet océan liquide, soumis à la force gravitationnelle de Jupiter. Cette éventualité séduisante a mené un chercheur, Kevin Hand, dans un environnement a priori radicalement opposé, le lac Magadi au Kenya. On y trouve en effet des eaux qui présentent une forte teneur en sel. Comment peut-on être sûr que cet océan caché existe bien sur Europe? L'un des meilleurs moyens de découvrir si la surface de cette lune dissimule un vaste océan, c'est de mesurer la conductivité de cet océan. Et c'est l'une des raisons de ma présence ici. Cette substance blanche que vous voyez, c'est du sel. L'eau ici contient beaucoup de sel, du sel dissous.
Le sel augmente la conductivité de l'eau. Et c'est ainsi qu'on établit un lien avec Europe. Lorsque l'eau contient du sel, elle est capable de conduire un courant électrique. Et c'est exactement ce que la sonde Galileo a détecté. En 2000, Galileo a scruté la surface d'Europe. Et son analyse a confirmé la présence sous la glace d'une couche conductrice de courant électrique dont l'intensité varie en fonction du champ magnétique. Cette couche ne peut être que de l'eau salée. C'est confirmé. Europe abrite un vaste réservoir d'eau. C'est l'une des données les plus importantes et les plus intéressantes sur cet océan salé d'eau liquide. Si on cherche une vie extraterrestre, l'eau liquide est un ingrédient clé, indispensable. Donc, cet immense réservoir d'eau liquide est incroyablement excitant et intriguant. Seul un robot ultra sophistiqué pourrait être capable de traverser des kilomètres de glace. Mais pour lancer une mission de cette envergure et de ce coût, il nous faudrait une preuve que la vie peut apparaître dans cet océan sous la surface. Et un scientifique pense être en mesure de dénicher cette preuve sans avoir besoin de se rendre sur place. On peut trouver une preuve de vie à distance, même si on n'a pas encore les moyens technologiques de se poser sur Europe pour y prélever des échantillons. Richard Hoover est exobiologiste à la NASA. Pour déterminer s'il y a des organismes vivants sur Europe, il va pénétrer dans les entrailles de la Terre à travers une galerie souterraine sombre et glacée en Alaska. Dans le tunnel aveugle de Fox, il espère découvrir des traces de vie sous la glace. C'est l'un des endroits les plus incroyables sur Terre. Ici, dans le tunnel creusé dans le pergélisol d'Alaska, on se croirait dans un autre monde. Nous allons faire un bond en arrière dans le temps. C'est très impressionnant. Ces blocs de glace se sont formés il y a environ 35 000 ans, à l'époque où les mammouths laineux et les tigres à dents de sabre rugissaient sur notre planète. C'est une vraie machine à remonter le temps. Dans les glaces d'Europe, on pourrait trouver des conditions similaires à celles que nous avons ici. Dans la pénombre de la galerie, Richard peut vraiment voir ce qui pousse sous la glace. Sa lampe à ultraviolet éclaire les organismes qui colonisent la banquise en vaste communauté. Il y a sans doute des sceptiques qui pensent que la vie est impossible ici, dans l'obscurité totale et par moins 4 degrés. Mais on voit, grâce à la lumière ultraviolette, les traces de pigments des organismes. La vie se développe ici. Les pigments de ces micro-organismes réagissent à la lumière noire. La méthode de Richard pourrait fonctionner sur Europe. C'est très enthousiasmant. Parce que si on peut utiliser cette technique sur la banquise terrestre, on pourrait ensuite utiliser un laser ultraviolet très intense pour stimuler les pigments biologiques, s'il y en a, dans la glace d'Europe. Richard a donc trouvé de la vie dans des conditions similaires à celles d'Europe. Et il a aussi démontré qu'avec un laser conçu à cet effet, une mission future pourrait détecter des éventuels organismes sans avoir à forer la surface gelée. Et si on décèle une trace biologique importante, Richard estime que nous pourrions même y effectuer des prélèvements. Et il va tester sa théorie en Alaska, sur le glacier Matanuska. La calotte glaciaire est un endroit idéal pour observer les micro-organismes qui se développent dans la glace, même en y restant prisonnier durant de longues périodes. Les découvertes de Richard bouleversent notre conception de la vie. Pendant très longtemps, on a cru qu'aucune vie ne pouvait exister dans la glace. Puis on a découvert la présence de micro-organismes sous la glace. La plupart d'entre eux étaient encore vivants, alors qu'ils étaient coincés là depuis environ 100 000 ans. Et une fois décongelés, les organismes reviennent à la vie. Lorsque j'ai creusé la glace et que j'ai découvert ces bactéries en train de nager, j'ai tout de suite su que c'était une découverte incroyable. Il y a une grande quantité de micro-organismes dans ce sac. Ceci démontre que la vie microscopique
pourrait aussi exister dans la glace d'Europe. On peut obtenir des preuves de vie. Il suffirait de prélever sur la surface des échantillons de glace, comme on l'a fait ici sur le glacier Matanuska. On ne serait pas obligé de forer pour accéder à l'océan. On saurait ainsi si des micro-organismes parfaitement préservés peuplent l'océan d'Europe. Bien sûr, il y a des gens pour qui la notion même de vie extraterrestre prête à controverse. Mais la plupart du temps, ils ne sont pas biologistes. En révélant la présence d'organismes grâce à une lumière noire, Richard pourrait résoudre le mystère de la vie sur Europe, à condition qu'elle y soit. Les créatures capables de survivre dans les océans ou les glaces d'Europe devraient affronter des conditions plus qu'extrêmes. Quelle serait leur source d'énergie? L'épaisse couche de glace qui recouvre le satellite bloque les rayons du soleil. Dans l'obscurité de l'océan, où trouveraient-elles l'énergie dont elles ont besoin? S'il y a un écosystème là-bas, il ne reposera pas sur la photosynthèse. L'énergie nécessaire à la vie dans les océans d'Europe doit provenir de réactions chimiques. C'est justement ce que cherche Kevin Hand, une énergie chimique. Si vous me demandez, est-ce que la vie existe sur Europe? Je crois que la réponse est oui. Mais la vraie question, c'est, y a-t-il, oui ou non, une source d'énergie qui peut générer la vie? L'exobiologiste de la NASA pense trouver la réponse au mont Kenya, en Afrique de l'Est. Le mont Kenya est le deuxième plus haut sommet d'Afrique, dont les cimes atteignent plus de 5000 mètres d'altitude. C'est une réplique inattendue de la surface d'Europe. La croûte de glace de la petite Lune est bombardée par les radiations. Celle du Soleil, mais surtout celle de Jupiter. Selon Kevin, ces radiations pourraient être converties en énergie chimique et favoriser ainsi la prolifération des organismes sous la glace. Les cimes du glacier du mont Kenya sont elles aussi soumises à de forts taux de radiation. Si Kevin parvient à trouver ici une énergie chimique, il fera un pas de plus dans la quête d'énergie extraterrestre. Adrian et moi allons au pied du mont Kenya. Et de là, on va escalader jusqu'au glacier en haute altitude, près du sommet de la montagne. On va étudier la chimie de ces glaciers en essayant d'établir des parallèles avec ce qu'on a observé à la surface d'Europe. Et le seul moyen pour atteindre ces sommets glacés où l'air se fait rare, c'est à pied. Nous voilà sur la piste, on espère rester au chaud. Tiens, prends ça. Kevin et son équipe vont avoir besoin de toute leur énergie. En 3 jours, ils vont devoir parcourir 3000 mètres de dénivelé sur un terrain accidenté de 40 km. Les babouins nous accueillent. On est venu ici pour évaluer la possibilité d'une vie extraterrestre, ce qui nous amène à explorer l'un des écosystèmes les plus divers de notre planète. C'est incroyable. Dans n'importe quel environnement, la vie a besoin de ressources. De toutes les ressources disponibles. Mes coéquipiers sont très utiles dans la boue. Et si les ninjas attaquent, je suis prêt. Sur Terre, la flore et la faune se sont adaptées à leur environnement. Les plantes absorbent du dioxyde de carbone et, grâce à la photosynthèse, rejettent du dioxygène. Notre atmosphère est composée d'environ 21% d'oxygène. C'est un élément manifestement indispensable à notre survie. Mais quand on cherche une vie extraterrestre, il faut sortir des sentiers battus et traquer les éléments inconnus. Au fur et à mesure de notre escalade, on arrive dans un environnement extrême. L'atmosphère devient ténue, on a de moins en moins d'oxygène, et dans ces conditions, on a du mal à respirer. Les humains ne peuvent pas s'adapter dans des conditions hostiles, mais d'autres organismes, si. Kevin pense que sur Europe, la vie a peut-être trouvé un autre moyen de se procurer de l'énergie.
En gros, la vie observe son environnement et se dit « Quelle énergie chimique vais-je pouvoir utiliser ?» Et c'est ce qu'on cherche sur ces glaciers. Une chimie susceptible d'être utile à la vie. Avec de l'eau et une bonne composition chimique, la vie pourrait donc jaillir sur Europe. Mais à 3600 mètres d'altitude, Kevin jette l'éponge. Ce voyage est définitivement placé sous le signe de l'eau. Il pleut des cordes et on est trempé. Ou alors c'est l'eau qui nous envoie un signe et nous encourage dans notre quête. Quoi qu'il en soit, j'en ai un peu marre de toute cette eau. Pour la gloire de la science. L'équipe poursuit son ascension. Venez! Allez, on y va! On sort de la magnifique vallée de Taliki et on se dirige vers une zone beaucoup plus rocheuse, beaucoup plus géologique. On ne verra pas beaucoup de végétation. On va bientôt apercevoir la crête de ce col entre les deux montagnes. Et de là, on verra les sommets et on pourra se mettre au travail. À 4200 mètres d'altitude, il découvre un paysage aride. Mais malgré une atmosphère froide et ténue, la vie a trouvé le moyen de s'épanouir. Kevin est persuadé que des créatures encore plus extrémophiles ont trouvé refuge dans la pénombre de l'océan d'Europe. Il n'y a plus du tout de végétation, uniquement des rochers. Mais on a bien avancé. On sera à l'abri avant qu'il se remette à pleuvoir. Comme vous pouvez le voir, on progresse maintenant dans la neige. Et c'est de bon augure. Ça veut dire qu'on se rapproche du glacier et donc d'Europe. On sait aujourd'hui qu'il y a un océan sur Europe. Donc, on pourrait y trouver de la vie. Mais la vie n'a pas seulement besoin d'eau, elle a besoin d'énergie. Et la croûte de glace qui recouvre la surface d'Europe empêche les rayons du soleil d'atteindre l'océan souterrain. Si on envisage la vie sur Europe, il faut se demander quel composé, dans l'océan, pourrait remplacer la lumière du soleil. L'exobiologiste cherche des éléments chimiques qui, dissous dans l'eau, pourraient fournir une énergie alternative au soleil. Mais sur cette lune déserte, d'où pourrait-il bien venir? C'est peut-être ici, aux confins de la Terre, que Kevin et son équipe vont trouver la réponse. On continue notre ascension jusqu'au glacier pour examiner les différentes couches de glace et prélever quelques échantillons. Et ensuite, on reviendra à la cabane pour faire les analyses. Kevin espère trouver ces éléments chimiques à l'état naturel. Voilà, nous sommes au sommet du glacier Lewis sur le mont Kenya et on a décroché le gros lot. On va examiner les couches de neige qu'on voit là-haut. C'est très excitant. On peut vraiment imaginer qu'on est sur Europe à la recherche de vie. Et on va se précipiter là-bas, sur cette couche sombre. La surface d'Europe est soumise aux intenses radiations de Jupiter. Ce bombardement intensif pourrait générer une énergie chimique à la surface de la glace. Une énergie qui irait ensuite se propager dans l'océan souterrain. Le mont Kenya subit lui aussi le rayonnement ultraviolet. On est très haut et au niveau de l'équateur, donc le rayonnement ultraviolet est très intense. Avec ce petit capteur plan, je vais essayer de mesurer la quantité d'énergie libérée par les radiations du soleil. Le rayonnement pourrait être suffisamment intense pour briser les molécules de glace et produire une énergie chimique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le rayonnement ultraviolet du soleil peut transformer l'eau qui forme la neige et la glace en quelque chose comme du peroxyde d'hydrogène. Et en quoi est-ce intéressant? Pourquoi le peroxyde d'hydrogène est-il vital sur Terre et éventuellement sur Europe? Parce que sur Terre, la vie puise son énergie dans du peroxyde d'hydrogène dissous dans l'eau. En fait, c'est un peu ce qui se produit avec une pile.
Si le rayonnement ultraviolet peut transformer la glace du mont Kenya en peroxyde d'hydrogène, on pourrait alors conclure, les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, qu'il en est de même sur Europe. Dans une pile, l'énergie d'une réaction chimique est transformée en énergie électrique. Le peroxyde d'hydrogène pourrait donc provoquer le même phénomène sur Europe. On est au cœur du noyau, au-delà de la couche de surface. Les éléments chimiques sur Europe pourraient bien être les mêmes que ceux que je recherche ici. J'ai des carottes. Kevin et son équipe retournent à la cabane pour savoir si ces carottes de glace renferment du peroxyde d'hydrogène. Ça, c'est un échantillon de la 4e strate. Il y a du peroxyde d'hydrogène dans la glace. Ça signifie que le rayonnement ultraviolet engendre une réaction chimique avec la surface neigeuse du mont Kenya. Donc, on peut trouver du peroxyde d'hydrogène aussi bien sur une vieille planète comme la Terre que sur un astre plus récent, comme Europe. C'est très important pour déterminer les conditions d'habitabilité de son océan. Des analyses plus poussées montrent même des pics d'abondance. C'est la preuve que l'océan glacé d'Europe pourrait contenir une source d'énergie. Donc on a de l'eau et une source d'énergie. Et là où il y a de l'eau et de l'énergie, il y a de l'espoir. Que signifierait la découverte de la vie sur Europe? Ça nous donnerait la certitude qu'il existe un autre berceau du monde vivant, indépendant de celui de la Terre. Si la vie est apparue sur Terre dans des endroits apparemment inhospitaliers, elle peut aussi surgir dans des mondes inconnus. L'univers est si vaste et si beau, ce serait vraiment dommage d'être les seuls à en profiter. Si cette théorie est avérée dans notre système solaire, alors la vie pourrait être disséminée partout dans l'univers. Quand on regarde le ciel la nuit, on voit des centaines de millions d'étoiles. Il y a forcément d'autres planètes, d'autres univers, d'autres formes de vie. Et ça, on ne pourra le savoir qu'en cherchant. Et sur certains astres de notre système planétaire, la vie pourrait être au bord de l'extinction. Autrefois, Mars était peut-être un endroit humide et chaud, idéal pour que la vie s'y développe. Et il est tout à fait possible que les éléments nécessaires à la vie soient présents sous la surface d'Europe, dans l'atmosphère toxique de Titan, et même dans les magnifiques jets de glace projetés depuis les rayures de tigre d'Encelade. Pourtant, les sondes qui ont exploré ces mondes extraterrestres nous ont convaincus que cette hypothèse ne pouvait être vérifiée dans notre système solaire. Mais qu'en est-il des autres? En 2008, le télescope spatial Hubble a pris les premières photos incroyables d'un monde situé à des centaines de milliards de kilomètres en dehors de notre système planétaire. Ces images nous donnent envie de pousser plus loin les recherches. Certaines de ces planètes pourraient abriter la vie sous une forme complexe, voire intelligente. Si on trouve une planète avec d'autres formes de vie plus complexes, ça nous donnera une nouvelle direction dans nos recherches et notre compréhension d'une vie extraterrestre. Et pour augmenter nos chances de trouver la vie dans d'autres systèmes solaires, commençons par chercher des planètes similaires à la nôtre. Qu'est-ce qui rend notre planète si hospitalière? Comment se fait-il que la Terre présente une telle biodiversité? Cet endroit est incroyable. Ici, on voit la Terre se diviser. Pour l'exobiologiste Chris McKay, c'est la géologie de notre planète qui la rend si fertile. Il espère résoudre le mystère de la vie au-delà de notre système solaire grâce aux paysages escarpés de l'Islande, l'île située entre deux plaques tectoniques. Ici, la plaque nord-américaine s'étend à l'ouest et la plaque eurasienne à l'est. On est juste au milieu, à l'endroit où elles se divisent. C'est ici que l'histoire a commencé. Imaginez cette scène il y a quelques millions d'années. La Terre déchirée en deux. Durant des millions d'années, à cause de la tectonique des plaques, l'Islande a été le théâtre de tremblements de terre dévastateurs et d'éruptions volcaniques intenses. Les plaques tectoniques dérivent et se heurtent, forçant la croûte terrestre à plonger dans les profondeurs, puis à remonter sous forme de lave. Cette lave jaillit ensuite dans des éruptions volcaniques,
ce qui permet le renouvellement constant de la surface de la Terre. On se croirait dans un paysage paisible de rochers et d'arbres, mais en fait l'activité géologique est très intense. Presque sous nos pieds, des roches en fusion sont en mouvement. Elles refaçonnent continuellement la surface de la Terre. Elles sont en quelque sorte le cœur de la Terre. Et toute cette activité, la formation de nouvelles roches volcaniques, est le mécanisme de recyclage de notre planète. Le recyclage est nécessaire, à l'échelle humaine comme à l'échelle planétaire. Grâce à la tectonique des plaques, les éléments chimiques indispensables à la vie sont ainsi recyclés. Cette mousse ne nous ressemble pas, et pourtant nous sommes composés des mêmes molécules. Cette forme de vie, comme toutes celles qu'on trouve sur Terre, est faite de matière organique et de carbone. Si on n'avait pas ce système de recyclage, il y aurait des énormes tas de matière organique qui s'amasseraient, et très vite, on serait à court de carbone. Donc on a besoin d'un processus qui jette ce qui est vieux pour en faire du neuf. Sur Terre, c'est la tectonique des plaques qui s'en charge. Sans ces plaques tectoniques, la Terre serait un monde glacé, mort, comme Mars. Mais comment ce phénomène est-il possible? En fait, en matière de planète, plus c'est gros et mieux c'est. C'est un axiome universel. La taille, c'est important. Cet endroit, comme notre planète d'ailleurs, est unique dans notre système solaire. La Terre est la seule planète habitable grâce à la tectonique des plaques. Mars est trop petite. La bonne taille, c'est la Terre. La Terre est donc une gigantesque cocotte minute. Seules les planètes aussi grandes que la nôtre disposent d'une chaleur interne suffisante pour se recycler elles-mêmes et créer la vie. Mais si une planète est trop grosse, sa force gravitationnelle est si intense qu'elle empêche les plaques de bouger. Elle empêche la tectonique des plaques. C'est donc sa taille qui rend notre planète si particulière. Heureusement, la galaxie est immense. Il y a des milliards d'étoiles. Elle contient aussi beaucoup de planètes qui nous prêtent assistance et d'autres encore à découvrir. Et nous aimerions bien savoir s'il y a d'autres mondes comme le nôtre. Dimitar Sasselov dirige le Harvard Origins of Life Initiative depuis l'observatoire astronomique Whipple en Arizona. Ici, sur le mont Hopkins, des télescopes recherchent des planètes de la taille de la Terre. Et ils viennent juste d'en détecter une, à 408 années-lumière de chez nous. C'est toujours excitant de découvrir une nouvelle planète. Ce que vous voyez sur ce graphique ici, c'est en quelque sorte son empreinte. Et l'un des principaux moyens pour détecter un corps céleste, c'est ce qu'on appelle la méthode de transit. Lorsqu'une planète orbite autour de son étoile, elle en masque la lumière à chaque révolution. Et le télescope peut ainsi la repérer grâce à d'infimes variations de lumière. Les 3 premières heures, et il n'y a pas de variation de lumière. Et tout à coup, ça diminue. Voilà le moment où la planète est passée devant son étoile. Ce graphique nous donne la position d'une planète. Et la baisse du niveau de lumière nous renseigne également sur la taille de cette planète. Celle-ci est aussi grosse que Jupiter. Mais selon Gil Esquerdo, l'opérateur du télescope, elle n'est pas habitable. C'est autour de cette étoile qu'on a découvert la nuit dernière une planète de la taille de Jupiter. D'après ce qu'on sait, Jupiter est d'une taille relativement banale dans l'univers, mais on ne peut pas y vivre. C'est une énorme boule de gaz. En matière de détection de planètes, la volonté seule ne suffit pas. Il faut en avoir les moyens. La raison pour laquelle même le plus gros de nos télescopes ne peut pas détecter les planètes comme la Terre au moment où elle passe devant son étoile, c'est l'atmosphère. Les gaz présents dans l'atmosphère terrestre distordent la lumière des étoiles lointaines, empêchant ainsi les télescopes de discerner un objet aussi petit que la Terre. Nous sommes persuadés que des planètes similaires à la Terre attendent d'être découvertes. Mais comme nous n'avons aucun moyen de les voir, nous devons nous contenter d'imaginer à quoi pourraient ressembler ces mondes étranges et inconnus. Pourtant, un nouvel instrument de mesure est en train de bouleverser les règles du jeu en éliminant l'atmosphère du circuit. L'objectif principal du télescope Kepler consiste à détecter des corps célestes orbitant autour d'étoiles. Sa mission, trouver des planètes de la taille de la Terre offrant des conditions habitables avec de l'eau liquide. Ces planètes devront être idéales pour l'éclosion d'une forme de vie complexe, peut-être même
intelligentes. Si notre modèle de formation des planètes est exact, en 2013, Kepler aura localisé entre 150 et 200 planètes semblables à la Terre, orbitant autour d'étoiles. Imaginez ce que cela signifie. Des endroits remplis d'eau liquide, avec des soleils et des orbites stables, qui existent peut-être depuis des milliards d'années, et où la vie s'est formée. Tant de questions se bousculeraient dans ma tête. Y a-t-il de la vie? Et si oui, à quoi ressemble-t-elle? Kepler va commencer à répondre en déterminant les masses et les orbites de ces planètes. Mais pour comprendre exactement de quoi il s'agit, il nous faudra l'aide de données supplémentaires révélant la composition chimique de ces astres. Au sol, les télescopes de l'observatoire Whipple tenteront de corroborer les résultats fournis par Kepler. Mais pour cela, il va falloir une sérieuse remise à neuf. Dimitar Sassolov pense avoir trouvé un moyen de contourner le problème de l'atmosphère. C'est ici que la magie opère. Voici le laser vert. Il est tellement puissant que j'ai besoin d'une protection. Il va nous dire de quoi sont composées les planètes que Kepler va trouver. Une fois qu'on saura ça, on pourra commencer à parler de chimie et de possibilités de vie. Cet appareil est un laser hélium-néon. Lorsqu'une planète orbite autour de son étoile, sa force gravitationnelle la pousse légèrement vers cette étoile, causant un phénomène d'oscillation. Jusque-là, aucun télescope terrestre ne pouvait mesurer un tel phénomène. C'est une boîte à merveilles. Ce laser est 100 fois plus précis que tous les instruments qu'on a pu avoir ici. Il nous permet de détecter l'infime mouvement d'une planète comme la Terre quand elle est attirée vers son étoile, à des distances entre 100 et 500 années-lumière. Mais la Terre parvient à se dégager très doucement, à une vitesse d'environ 9 cm par seconde. Ça correspond au mouvement que je fais au-dessus de cette boîte. S'ils trouvent des planètes de la taille de la nôtre, avec la même force gravitationnelle qui les pousse vers leur étoile, le télescope Kepler nous ouvrira une fenêtre gigantesque sur des mondes inconnus. Avec ces informations, on pourra déterminer s'ils sont faits de roches et d'eau, s'ils sont arides ou s'il y a des océans. Tous ces éléments sont importants pour faire naître la vie. Mais il nous faudrait ce fameux chaînon manquant, celui qu'on voudrait si désespérément avoir, pas seulement pour découvrir une autre planète, mais surtout pour l'étudier. En quelques années d'exploration, la mission Kepler a découvert des dizaines de planètes semblables à la Terre. Un tel processus, avec un photomètre spatial et des ordinateurs au sol, est un mélange de science et d'ingénierie de pointe. C'est une utilisation optimale des meilleurs cerveaux dans chaque domaine. La découverte de nouveaux mondes, hospitaliers et sources de vie, est peut-être notre meilleure chance de répondre à l'une des grandes interrogations de la science. Si après tous ces efforts, on concluait en disant « c'est fini, la vie sur Terre est la seule forme de vie possible », ce serait une réponse très importante. Mais j'ai tendance à croire que la vie est partout. Les philosophes qui discutent depuis toujours pour savoir si la Terre est unique, ou pour savoir si le ciel grouille de vie extraterrestre et intelligente, pourront enfin débattre autour de données concrètes. Et toutes les questions qui seront posées par une religion, une philosophie ou une science seront identiques. Sommes-nous seuls? Ce monde merveilleux dans lequel nous vivons, est-il le seul capable d'engendrer la vie? Ou bien la vie est-elle partout autour de nous? Nous ne serions alors qu'une manifestation d'un phénomène qui s'étend jusqu'aux confins de notre univers.